Salut les coloristes, j'espère que vous allez bien. On approche du mois de juin et donc c'est une nouvelle vidéo que je fais avec vous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui, comme certains le savent déjà, mes manières de peindre à l'aquarelle avec une présentation de mon matériel et on va commencer tout de suite en fait parce que j'ai mis sur mon bureau les différentes choses que j'utilise d'habitude. Je vous cache pas que juste bon, moi j'en rigole maintenant, mais c'était vraiment pas drôle. J'ai perdu. J'avais fait tout un enregistrement d'un dessin dans une technique que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Et j'ai tout perdu parce que j'ai effacé les fichiers. Donc c'est des choses qui arrivent, hein, bon. Ça m'apprendra. Voilà, c'est pas grave. Je serai plus synthétique comme ça, c'est bien. Alors sans transition, donc on va passer à la présentation du matériel. Donc je vais tourner ma caméra pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise donc pour peindre. Donc sans transition, déjà commençons par l'aquarelle en elle-même, n'est-ce pas? Donc j'utilise évidemment les aquarelles classiquement en godet. Donc là c'est des aquarelles sennelier qui sont très fines, que j'aime beaucoup parce que la gamme est assez étendue et les couleurs sont assez vives. Et c'est une aquarelle à base de miel, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, donc ça, c'est l'aquarelle un peu classique en godet. Oups, des bêtises. Ensuite, on a les aquarelles en tube. Donc ça, c'est aussi une présentation qui est intéressante, surtout quand on veut faire des mélanges un peu plus... comment dire, c'est pas que c'est plus fluide ou moins fluide, mais disons que on peut obtenir des couleurs plus vives avec les couleurs en tube, j'ai l'impression quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme marque? Bon, après, ça compte pas vraiment, je suis pas là pour vous faire un étalage de marque, mais j'ai découvert depuis quelques années Daniel Smith, par exemple, qui sont, j'avoue, assez coûteuses, mais qui sont très très belles. J'aime beaucoup les aquarelles Isaro. C'est une fabrication belge, si je ne me trompe pas. Donc, et j'adore vraiment ces couleurs. Donc voilà, et sinon, bien sûr, il y a les crayons. Côté crayon, j'aime bien utiliser ces gammes qui sont dites professionnelles. Donc j'utilise des crayons muséum qui sont à mon avis sous-cotés. J'utilise également des crayons de la marque Rembrandt d'Aquarelle Lyra. Depuis moins longtemps, hein, ceux-là. Mais je les aime quand même bien parce que la pointe est assez précise. Donc ça, c'est pratique pour les détails. Donc j'aime beaucoup ces crayons-là. Ce sont les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Ce sont mes premiers véritables crayons aquarellables professionnels. Donc de haute qualité. Et aussi ceux-ci qui sont vraiment des coups de cœur, aussi les Karat de Staedtler, d'excellents crayons aquarellables que je ne saurais que trop vous conseiller dans votre travail. Par ailleurs, j'aime beaucoup utiliser les craies de type néocolor. Ça apporte une manière intéressante et différente puisque ça permet d'étaler et de préparer un petit peu une texture un peu plus granuleuse. Mais aussi, j'aime bien faire des dessins préparatoires avec ça, parce que ça se dilue bien quand je ne veux pas qu'il y ait des dessins, disons, de construction qui apparaissent, quand je travaille directement sur un support. J'aime bien utiliser ça. Alors, on sait tous à quel point le matériel d'art est coûteux et le papier n'échappe guère à cela. C'est pourquoi je vous présente différentes gammes de papier que j'aime utiliser, allant d'un papier relativement bon marché à un papier assez coûteux. Donc les plus aguerris d'entre vous auront déjà deviné. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors il y a différents types de grains, hein. Il y a du torchon, il y a du satiné,
Il y a du moyen, bon ça c'est une préférence personnelle, moi j'aime bien travailler un petit peu sur tout. Et le plus abordable, j'ai envie de dire que c'est celui-ci, le Canson Montval, d'excellentes feuilles, en 300 grammes, hein. Je vous conseille de ne pas trop descendre en dessous de ce grammage pour travailler à l'aquarelle. Parce qu'évidemment on a besoin de beaucoup d'eau, d'où le nom aquarelle. Et forcément on a besoin d'un papier qui résiste. Donc ce papier est bien, c'est une bonne entrée de gamme, j'ai envie de dire. Le papier aussi qui est un peu de meilleure qualité et qui diront, et je dirais de moyenne gamme, ça serait celui-ci, le Hahnemühle, qui est là pour le coup en grain torchon. Alors les papiers aquarelles sont souvent vendus comme ça en format collé, donc à séparer avec un petit pinceau, un petit couteau, un petit coupe-papier. Moi j'avoue je ne travaille pas directement sur les blocs parce que je préfère tendre mes feuilles sur des planches, comme je vais vous le montrer par la suite. Mais pourquoi pas, si vous travaillez sur le motif à l'extérieur, pourquoi pas garder un travail sur bloc. Ensuite, toujours moyenne gamme, que j'ai découvert il y a peu de temps, le Tritar, la gamme Madagascar. Alors c'est un énorme bloc là, A3 que j'ai pris, qui est pratique parce qu'il offre deux faces, une beaucoup plus granuleuse que l'autre, et donc ça me laisse le choix de travailler sur quelque chose de plus ou moins extrudé, plus ou moins texturé, donc ça c'est pratique selon ce qu'on a besoin de faire. Toujours du 300 grammes, hein. Voilà. Là on va monter tout de suite en gamme de prix avec les Saunders Waterford, un excellent papier britannique, 100% coton, donc qui résiste aux assauts du temps, et ça c'est vraiment du haut de gamme, mais c'est vraiment, ça commence à devenir assez cher. Et enfin mon préféré, le fameux et le très connu Arches. Là c'est du satiné. J'aime beaucoup travailler sur le papier un peu plus épais, un peu plus granuleux, qui se présente avec la jaquette verte. Donc voilà, que dire à part que c'est peut-être la meilleure marque pour travailler à l'aquarelle. Donc comment je peins d'habitude, donc je vous le disais, pas directement sur les blocs, on va passer du côté de notre bureau pour voir comment j'utilise les feuilles. Pour éviter que votre feuille ne gondole lorsque vous allez travailler à l'aquarelle, je peux vous préconiser deux méthodes. Alors la plus ancienne consiste à utiliser du craft gommé. C'est ce genre de matériel qui présente une face un petit peu brillante où il y a de la colle et qui, lorsqu'elle sera mouillée, va pouvoir coller votre feuille contre un support. Alors je vous montre ça tout de suite. J'ai déjà prédécoupé mes 4 feuilles, mes 4 petites bandes de papier craft. Donc je prends une éponge avec de l'eau, je la mouille sans trop. Première étape, alors avant d'imbiber mes petites bandes de craft, je vais d'abord mouiller la partie qui sera contre le support de la feuille intégralement. Voilà, on y va. Ça va permettre de tendre le papier et éviter que ça soit affreux avec des petits gondolages. Je sais pas comment on dit. Donc là, on va s'empresser d'humidifier nos bandes de craft. Côté brillant, hein, attention.
Voilà. Donc on va les mettre un peu sur les bords. On ne va pas trop manger de papier parce que contrairement à un autre procédé que je vous montrerai après, la bande de papier craft gommé ne va pas se retirer, hein. Donc il faut pas trop mettre, faut pas trop prendre de marge en fait. Donc voilà, j'ai bien plaqué ma petite bande. Alors je fais pareil avec celle-ci, je la mouille, mais pas non plus trop. Voilà. Je vais un petit peu déborder. Je vais passer sur le bord de la planche. Voilà, faut pas hésiter. Surtout bien appuyer sur la bande. Ça c'est un petit peu l'inconvénient, c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber cette méthode. C'est qu'il faut que la bande soit humidifiée mais pas trop, parce que sinon elle se décolle après en fait. Et ça c'est pas bon, puisqu'après nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit bien tendue, la feuille. Et ce qui tient la feuille, ce sont ces bandes de craft gommées. Voilà, ça fait 2. On voit que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je suis un peu rouillée. Donc là, voilà. On va essayer de bien le faire droit. Voilà. On va bien le plaquer au maximum. Hop là. Voilà, on voit que ça se décolle à certains endroits. Alors ça, il faut surtout éviter. Voilà. Celle-ci, la dernière. Voilà. On la plaque bien comme les autres. Et voici le résultat. Alors là, il faut attendre un peu, hein. Il ne faut pas travailler tout de suite sur le support. Parce que là, il faut attendre que ça sèche, que la feuille soit bien sèche pour qu'elle soit bien à plat. Et quand ça sera le fait, quand ça sera le cas, là, on peut commencer à travailler dessus. Une autre méthode beaucoup moins fastidieuse que la première consiste à tout simplement utiliser toujours sur un support du washi tapes pour coller, pour plaquer votre feuille contre une planche. Voilà, donc il y a plusieurs avantages à ça. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, les bandes de craft ne se décollent pas après, une fois que le travail est fait, quand on utilise du craft gommé. Alors que là, l'avantage c'est qu'une fois que ça sera fini, que mon dessin sera terminé, je pourrai très proprement enlever le washi tapes en fin de travail. Donc ça c'est quand même très très appréciable, ce qui fait qu'on peut utiliser cette petite marge intérieure qui là est plaquée. Et que si ça avait été du craft, j'aurais été obligée de découper en fait pour décoller ma feuille. J'aurais été obligée de la décoller, de l'enlever au cutter. Donc c'est beaucoup moins pratique. Et surtout on perd la marge du coup si on veut après l'encadrer ou je ne sais pas l'offrir. C'est vrai que c'est un peu plus délicat. Je ne vous conseille pas aussi de tendre votre feuille directement sur votre bureau parce que par capillarité ça pourrait abîmer le bois ou la surface sur laquelle vous feriez ça, donc je vous le déconseille formellement. Donc toujours utiliser une planche comme ça, mobile, de préférence un peu plus épaisse que celle-ci. Ça c'est vraiment une planche de contreplaqué, tout ce qui est de plus légère, mais bon, après tout ça suffit, voilà, donc ça c'est pas mal. Ce sont là mes deux méthodes, surtout celle-ci d'ailleurs que j'utilise maintenant pour travailler avec des supports, avec de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache ou même de l'acrylique. J'utilise toujours cette manière de tendre et de préparer mon papier. L'élément star rentre en scène. Nous parlons bien sûr de l'eau.
Évidemment, il va vous en falloir non pas un pot, mais carrément 2 pots à eau. Pourquoi 2? Parce que l'un va vous servir à nettoyer régulièrement vos pinceaux et l'autre, disons, à peindre en fait avec une eau toujours claire. Et donc vous allez voir, enfin ne vous trompez pas évidemment, gardez toujours cette eau claire et celle-ci vous pourrez l'utiliser pour nettoyer régulièrement vos pinceaux. Bon, pour l'aquarelle, la peinture n'est pas corrosive au point de devoir nettoyer sans cesse les pinceaux avec du savon, mais quand même je vous préconise en fin de travail de toujours avoir un petit peu du savon. Bon là c'est très cracra, excusez-moi, c'est du savon un petit peu de Marseille. Et de nettoyer vos pinceaux à chaque fin de travail. En termes de palette, je vous conseille évidemment d'en avoir une qui dispose de puits assez profonds pour pouvoir contenir suffisamment d'eau. Il n'est pas obligatoire qu'elle soit aussi grande que celle-ci, mais en tout cas, vous aurez besoin d'un endroit donc, où vous stockez vos couleurs les plus importantes, les couleurs de base de votre œuvre, et évidemment un endroit pour faire au moins les mélanges. Et je vous conseille aussi d'avoir un espace, en tout cas qui soit isolé sur une assiette ou sur un support, pour votre petit tissu qui vous servira à nettoyer vos pinceaux, mais pas que ça vous servira aussi à enlever le surplus d'eau sur votre dessin parfois. Et donc voilà, vous pouvez directement le poser soit sur la palette si elle est assez volumineuse, soit voilà sur un petit support à côté de votre travail. Donc toujours à portée de main, c'est très important d'avoir un petit chiffon toujours là. Et je pense qu'il vous nous manque les pinceaux qui sont quand même très importants. Côté pinceau, j'aime bien travailler avec les Raphaël. Surtout ce modèle-ci qui peut contenir pas mal d'eau. Alors combien de pinceaux faut-il pour travailler à l'aquarelle? Je pourrais vous dire qu'au minimum il en faut 3, selon évidemment la taille de votre travail. Moi j'aime bien travailler sur du A4 et du A3, donc j'ai besoin souvent d'avoir un pinceau assez large comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est du petit gris il me semble. Soft Aqua, petit gris, oui c'est ça. Donc, ou imitation petit gris, hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose qui est en poil de martre ou ça si ça vous heurte. En tout cas, voilà, il existe beaucoup de pinceaux qui sont soit en poil naturel, soit en poil synthétique, surtout synthétique de nos jours, qui sont excellents. Donc il y a ce genre de choses. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime bien depuis quelques années les Princeton, qui se sont pas mal distingués de par leur pointe assez exceptionnelle. Parce qu'un bon pinceau, c'est un pinceau qui retrouve sa pointe originelle lorsqu'il sèche. Et j'avoue que les Princeton me plaisent assez. Bon, là, c'était un Van Gogh. Donc, aussi qui est pas mal. Bon, il existe de toute façon un nombre assez élevé de pinceaux de qualité, de toute façon. Donc, je vous conseille d'en avoir au moins un fin, un traceur, comme on appelle, pour les détails, un moyen pour travailler voilà, les choses un peu plus grandes, évidemment un volumineux pour vos fonds et pour vos grandes surfaces. Alors n'oubliez jamais, une fois que vous avez terminé, je le redis, mais de bien nettoyer vos pinceaux avec du savon et avec de l'eau tiède, et de bien sécher cette partie pour ne pas que ça se décolle du bois ou du manche. Parce que ça serait vraiment dommage vu que les pinceaux aussi sont pas forcément donnés. Bien nettoyer donc la tête du pinceau et la garder et conserver sa pointe. Dans l'idéal, ça serait d'avoir ça, donc un égouttoir pour que les pinceaux, bon normalement c'est dans ce sens que ça s'utilise. Et toujours faire sécher vos pinceaux
avec la pointe vers le bas, voilà, pour qu'elle conserve sa beauté et puis surtout son efficacité dans le temps. Et voilà, d'en avoir suffisamment. Je vous conseille quand même aussi toujours d'en avoir un entièrement en poil synthétique. Pourquoi ? Pour quelque chose qu'on va voir tout de suite, que j'utilise occasionnellement sur mes dessins à l'aquarelle, c'est du drawing gum. Donc, qu'est-ce que c'est le drawing gum pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une gomme liquide, une sorte de liquide qu'on met sur des zones qu'on veut réserver, qu'on veut garder blanches dans un dessin. Alors, la chose à faire, c'est de travailler donc avec un pinceau à poil synthétique, de le protéger avec du savon, de l'enduire de savon, et après de le plonger dans le drawing gum pour l'utiliser. Attention, n'utilisez jamais vos meilleurs pinceaux pour faire ça, hein, sinon vous allez les abîmer inexorablement et ça sera dommage. Donc voilà. Quel autre outil je peux vous montrer à part ça ? Je peux aussi vous montrer un petit vaporisateur que j'utilise. J'aime bien utiliser ce genre d'outil. Bon là c'est carrément un petit spray Derwent. Mais en tout cas, ça c'est très utile, ce petit vaporisateur pour faire des petits effets lorsqu'on travaille à l'aquarelle. Et pour nettoyer les pinceaux aussi, parce que des fois on n'a pas le temps de le plonger dans le pot dans le pot à eau, et un petit spray sur le pinceau pour qu'il change de couleur, pour utiliser une autre couleur, c'est pas mal aussi. Alors un dernier outil que je vous conseille d'avoir à portée de main, c'est un sèche-cheveux. Parce que vous allez en avoir souvent l'usage quand vous travaillez à l'aquarelle, que ce soit pour faire sécher des zones que vous voulez entre guillemets fixer dans une évolution, parce que comme vous le savez à l'aquarelle, quand on mélange des pigments à l'eau, quand on mêle les pigments à l'eau, il y a des effets qui sont qui vont disparaître lorsque le papier sera sec. Donc si vous voulez fixer un effet, si vous voyez qu'il y a un état dans lequel l'aquarelle vous plaît, il vaut mieux le fixer avec votre sèche-cheveux. Et voilà, ça peut créer des effets intéressants. Et c'est pas que pour les personnes impatientes, hein. Même si je le suis, j'avoue. Mon sujet du jour est tiré de mon livre d'illustration de coloriage adulte, Yokai et Merveilles. Alors, hop, il s'agit même de la première page. Il s'agit de cette magnifique femme spectre. Donc on va voir comment j'aborde la manière de coloriser ce sujet plus que fantastique, qui part de zéro, donc qui n'a pas de palette. On va voir comment je le mets en couleur. Je commence, comme vous voyez, par mettre du drawing gum et à protéger les zones que je veux absolument garder blanches. Et j'attaque le fond direct, c'est ce que je fais, c'est mon processus habituel, avec une couche d'eau pour que justement la peinture de fond ne s'écoule que sur les zones qui m'intéressent. Et là, je mets du sel. Oui, c'est une technique assez ancienne, mais qui permet de faire des effets intéressants, un petit peu moirés. Donc je veille bien à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau, hein. Vous voyez, je pompe un petit peu le surplus. Toujours en rajoutant un petit peu de sel et en faisant des effets un petit peu marbrés que je trouve intéressants pour ce fond. Là, je choisis un bleu. Vous allez voir, il y a un bleu un peu électrique avec un vert aussi un peu flash. Et puis 3 gammes de rosé assez doux qui m'ont servi de gouvernail pour les couleurs
Vous allez voir, mais juste gouverner. Voilà, je continue de pomper. En tout cas, je veille à ce qu'il n'y ait pas de couleurs qui viennent sur le modèle. Et j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit comme si ma couleur sortait de mon fantôme, en fait. Et vous allez voir que je vais essayer de maintenir tout un équilibre entre un thème un peu épouvante finalement et un petit peu fantastique, poétique. Avec, voilà, j'attaque le kimono avec des couleurs un peu plus végétales, avec le vert, le fameux vert qui rentre en jeu. J'ai toujours gardé en tête pendant tout ce dessin la volonté de faire une créature hybride, mi-spectre, mi-végétale. Donc avec des parties un peu mousseuses, mais en même temps en voulant respecter des petits motifs de kimono traditionnels. Donc j'essaie vraiment de garder le côté texture toujours en tête, de pas trop dévier de ma palette au départ que j'ai envie de faire. Et surtout d'être patiente, parce que là, vous voyez, je passe beaucoup de temps à attendre que l'eau se mette en place avec les pigments. Donc, et c'est dans le frais qu'il faut travailler pour ces mélanges un petit peu subtils. Après là, je vais commencer à rajouter des matières un peu plus fortes, enfin à faire des contrastes, apporter quelques touches de contraste avec le bleu qui va un petit peu me servir de fil conducteur, ce bleu, hein, pendant tout le travail. Je vais l'utiliser un peu partout pour créer le lien, pour créer le liant. C'est un petit peu la couleur primaire de cette peinture, si j'ose dire. Donc on peut voir que voilà, j'essaie de garder je me suis documentée évidemment à propos de végétation, d'écorce d'arbres. J'ai regardé beaucoup d'arbres de magnolia, de fleurs de magnolia pour ce dessin, parce que c'est ce qui m'avait inspiré. En gardant aussi des palettes qui sont proches des couleurs quand même japonaises, des couleurs nippones. Même si là, ça saute pas forcément aux yeux, quand on voit ces roses un peu opéra. Donc là, voilà, pareil, je garde le côté un peu écorce pour les cheveux, même si j'essaie de me rapprocher d'une chevelure un petit peu traditionnelle des coiffures japonaises. Mais vous remarquerez que je n'utilise pas du tout de noir pur, parce que j'aime pas trop ça, je trouve que ça manque de finesse. Après, j'interdis pas, j'ai rien à interdire, mais moi, je préfère atteindre des contrastes par les mélanges de plusieurs couleurs pour atteindre une couleur foncée, plutôt que de tout de suite passer par le noir qui, je trouve, neutralise un peu tout. Donc voilà, j'utilise des jus de couleur un petit peu bordeaux pour cette chevelure. Et je la laisse sécher. Ça c'est dans l'aquarelle, on laisse beaucoup sécher, hein. Je profite toujours de l'humide pour ajouter quelques nuances sur les extrémités. Toujours ce petit bleu qui vient rehausser et faire le lien. J'attaque l'écorce de l'arbre avec une couleur un peu contrastante par rapport aux habits. Donc là, plutôt porté sur le rosé. Même si... vous allez voir, vous voyez au fur et à mesure que je rajoute toujours des touches par-ci par-là. Je prends souvent le temps, j'ai vraiment pris le temps de bien regarder, de m'arrêter, de voir là où il manquait des choses dans ce dessin. Je travaille les éléments de manière un petit peu disparate. Donc voilà, je commence à mettre des parties un peu plus contrastées, un peu plus foncées, pour toujours veiller à garder l'illustration lisible. Oui, là j'avais fait les détails de la ceinture, effectivement, du hobby. Apportant toujours un peu plus de détails à chaque fois. J'aime vraiment les motifs des tissus, spécialement ces tissus-là assez traditionnels. Donc j'ai beaucoup regardé. Bon, même si au final j'ai pas vraiment utilisé les motifs en soi, mais disons que j'ai voulu faire des mousses
des mousses végétales comme des motifs au final qui seraient apparus sur ce kimono de femme, comme si elle sortait finalement de l'arbre et qu'elle emportait avec elle cette signature végétale un peu partout malgré tout. Ah, là j'ai commencé à enlever le drawing gum une fois que c'était plus nécessaire de conserver ces zones et que j'allais travailler dessus. Donc voilà, je vais faire sortir les fleurs de magnolia et les parties un peu mousseuses que je voulais mettre en valeur. Et évidemment le visage. J'ai commencé à sortir les crayons pour détailler un peu tout ça, toujours avec du bleu pour commencer à apporter les premiers éléments d'ombrage que je dilue. Alors là, j'avais travaillé avec les muséums. Donc j'apporte un petit peu de mélange. J'essaie d'apporter quelques effets de texture intéressants entre le rose, l'effet des joues un peu rosé et ce bleu spectral. Et toujours le côté un peu fantomatique avec des lèvres vertes. Donc c'est toujours un équilibre un peu subtil dans les dessins. Moi, je voulais vraiment pas basculer dans l'épouvante pure quand même. Effectivement, je voulais qu'il y ait une grâce qui se dégage de ce personnage féminin, même si ses intentions ne sont pas très pures certainement. Mais voilà, je lui apporte le souci toujours d'apporter du plus de profondeur, de détailler, de pas hésiter à revenir avec le pinceau, à diluer les crayons, ou à apporter des touches par-ci par-là. On va utiliser du karat. Donc toujours ce bleu, je vous avais dit qu'on le retrouverait souvent dans ces dessins. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir toujours une couleur fil rouge dans vos dessins, dans vos œuvres. Qu'il ne faut pas hésiter pour harmoniser un peu le tout. Parce qu'après, je me rends compte que c'est souvent très tranché des fois les dessins et on a tendance à s'enfermer un petit peu dans une zone et à faire tout en monochrome dans une zone alors que dans la réalité c'est pas comme ça. Donc il faut toujours faire un équilibre d'harmonie, mélanger quelques teintes. Il faut penser à la réfraction de la lumière sur les végétaux comme ici. Donc là j'apporte encore une partie d'ombrage toujours bleutée avec sur la ceinture. Il faut vraiment être patient dans l'aquarelle. Il ne faut pas se presser. Il faut vraiment voir comment réagit le papier. D'ailleurs, j'ai pas dit ce que j'avais utilisé comme papier. J'ai utilisé le Hahnemühle que j'ai présenté au début. C'est un papier torchon, donc un peu texturé, qui est un peu intéressant. Et ça permet de bien garder le papier à supporter plusieurs couches. Donc voilà, j'avais de la documentation pour les fleurs, évidemment. Donc ne partez pas à l'aveuglette, même si vous faites des dessins fantastiques, il y a toujours une base, que ce soit des photographies ou bien même votre visage reflété dans un miroir pour avoir des idées d'ombrage un peu réalistes. Parce que mine de rien, même quand on fait des illustrations comme ça qui sont tirées d'imagination, il faut quand même se raccrocher à quelque chose de tangible. Donc j'essaie de travailler un petit peu. En fait, c'est un peu comme si le dessin se révélait à moi et que je le voyais de plus en plus détaillé au fur et à mesure de mes couches. Donc et j'essaie toujours de veiller à ce que le blanc du papier se ressorte, que ce soit toujours le vrai blanc, parce que comme je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps dans mes commentaires, j'aime pas tellement utiliser du blanc. C'est un peu un non-sens en fait pour moi à l'aquarelle de rajouter du blanc par-dessus, parce que pour moi il sera jamais aussi pur, aussi fort que le blanc du papier véritable. Donc c'est pour ça que finalement je suis plutôt lente quand je travaille l'aquarelle, parce que je veille toujours à rajouter, à assourdir avec parcimonie ces zones un peu plus pâles. C'est pour ça que je prends vraiment mon temps, j'attends de voir comment ça sèche, comment la couleur va changer lorsqu'elle va sécher. Alors contrairement à la gouache par exemple qui a tendance à se foncer quand elle sèche, l'aquarelle
garde sa transparence quand même assez souvent. Et vous voyez que moi je travaille quand même par couches finalement assez liquides. Hein. Quand j'ai besoin d'un rajout d'une couleur un peu plus peps, je vais directement piocher dans mes godets de couleur pure, mais c'est vraiment une micro larme que je vais y prélever. Donc voilà, j'enrichis les écorces, j'enrichis le côté crédible de l'arbre. Parce que même, voilà, même si vous aimez un élément, moi évidemment là dans le dessin c'est plutôt le personnage féminin qui m'intrigue et qui m'intéresse de développer, mais l'arbre bien sûr fait partie intégrante de l'histoire, donc il fallait que je le rende intéressant. Il faut toujours veiller à ce que votre dessin soit partout intéressant, que le regard de la personne qui le voit glisse sur les éléments et s'ennuie jamais en fait, qu'il y ait toujours des petites histoires un peu partout, comme les petits cailloux du petit poussé qui sont semés dans l'histoire, pour que quand on regarde votre travail, tout le récit se dévoile avec des petits éléments, voilà, à découvrir, des petites choses cachées par-ci par-là. Et c'est toujours, même pour soi, c'est toujours très agréable de se laisser une place à l'imagination et de développer ça sur tout le dessin. Alors voilà, je fais aussi interagir le kimono avec l'écorce. Je voulais qu'il y ait toujours un rappel dans les habits du fantôme de l'arbre qu'elle est en vérité en fait, hein, puisque c'est l'esprit du magnolia qui s'échappe pour aller hanter la nuit. Et je voulais vraiment qu'il y ait ce mélange comme ça, qu'il soit pas trop brutal non plus entre l'écorce et les vêtements. Donc j'agrémente, voilà, par petites touches, avec des ombrages décidément bleutés. Voilà, donc des esquisses de petits motifs sur le col, sans trop alourdir. Voilà, comme il y avait déjà beaucoup de détails, vous allez voir un peu par la suite, je vais rajouter des détails au crayon sur l'écorce. Je voulais pas trop surcharger le côté motif du kimono au final, parce que ça aurait été un peu illisible. Donc vraiment, j'ai mis plus en valeur le côté végétal au final. Voilà, j'ai veillé à bien faire les reflets sur les différentes feuilles. Voilà, et tout de suite après, je passe assez souvent au crayon les endroits qui méritent un peu plus de clarté, un peu plus de contraste, et avec des zones de transition un peu plus douces. Donc voilà, tout ce qui est au niveau des démarcations entre les différents éléments, pour qu'il n'y ait pas de passage brutal, pour que les silhouettes de chaque chose, voilà, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je passe l'écorce un petit peu plus en détail avec les crayons. Et là, je me suis quand même éloignée de ma gamme principale, parce que j'utilise forcément un peu de marron qui n'était pas dans la gamme de base de mes couleurs, mais ça m'aide. C'est finalement à la place du noir, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt du marron que j'utilise pour rééquilibrer, pour assombrir et contraster en fait. Se faire détacher tous les éléments un peu trop pâles et créer ces creux un petit peu vifs, un petit peu rêches des arbres. Là, c'était le moment d'être un petit peu âpre. Là, il n'y avait pas vraiment, même s'il y a quelques dégradés avec le rosé que j'ai fait au préalable avec l'aquarelle. Là, il y a plus vraiment de dégradés, c'est plus des failles. Voilà, émuler les textures de l'écorce tout simplement, hein, un peu partout, veiller à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'oubli, donc de ne pas hésiter à repasser et en plus à entremêler des effets de mousse par-ci par-là, des effets de verdure un petit peu tangibles toujours. Ah oui, donc le visage évidemment, je y ai attaché un soin tout particulier sur la silhouette. Et j'essaie de pas trop m'appesantir, de regarder un petit peu ce que je peux faire finement, parce que là, c'est effectivement, comme je disais, le blanc, je le préserve. Je ne veux pas le salir, donc j'y vais
très très doucement, surtout sur les parties du visage là, comme ça, qui sont cruciales et qu'on regarde tout de suite dans ce dessin. Bon, voilà, petits éléments un peu plus détaillés avec le pinceau adéquat. Un pinceau Princeton Heritage. Excellent pinceau pour faire les détails, pour peu que ça vous intéresse. Voilà, j'hésite pas à repasser à tous les endroits où j'avais laissé du crayon un peu à vif pour adoucir un peu la texture justement du crayon. Et rajouter des détails par-ci par-là, voilà, faire se dégager un petit peu de rose, voilà. Et puis là, voilà, j'ai fini. Et le final, j'enlève le washi tapes et vous voyez que c'est parfait. Ça n'a pas débordé, ça a bien tendu mon papier. Donc ça c'est vraiment top. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques renseignements, quelques éclaircissements sur l'aquarelle. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec ces techniques-là et je ne peux que vous encourager à expérimenter parce que c'est un matériel assez riche, l'aquarelle. Je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui peignent de la même façon et ça, c'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'aquarelle, quelles sont vos techniques de prédilection, et puis à me dire tout simplement ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Voilà. On se retrouve très vite en juillet pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, ça sera peut-être un coloriage. Je vais pas dire tout simple parce que j'ai toujours envie de quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire. Mais voilà, pour revenir un petit peu aux sources. Je vous dis pas sur quoi ça sera. Donc voilà, à très bientôt. Bye bye.